le rôle d'un mouvement de jeunesse musulman face aux enjeux du vivre ensemble. Alors, on aurait pu questionner des représentants de mouvements de jeunesse. On en a entendu ce matin. D'une certaine manière, ici, on a peut-être ceux qui ont envie de voir ces mouvements de jeunesse agir. Monsieur Clavreul, dans la position qui est la vôtre, qui est notamment la lutte contre le racisme, qu'est-ce que vous attendez d'un mouvement de jeunesse, et particulièrement d'un mouvement de jeunesse musulman? D'abord, je crois qu'il faut que je parle. Oui, voilà. Non, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous. Sincèrement, c'est un anniversaire important. C'est un mouvement qui me tient à cœur. C'est l'occasion pour moi de m'exprimer, de vous faire passer un certain nombre de messages, aussi d'entendre vos questions, vos demandes et vos interrogations, et en tout cas de souligner, puis c'est le sens de votre question, l'importance de la notion d'engagement. Dans la situation que nous connaissons, dans les drames que nous traversons, finalement, ce qui est le plus tragique et ce qui provoque, je crois, le plus d'effroi et qui rajoute du traumatisme au traumatisme, c'est quand le silence perdure et qu'on a le sentiment qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de mobilisation possible, ni même souhaitable, après des tragédies. Et je suis convaincu, et plus je parcours les départements de France, les quartiers populaires, d'autres territoires, et plus je suis convaincu que le racisme prospère dans le silence, dans une forme de non-dit et d'impossibilité de se parler, et une impossibilité de se parler qui est le prélude à une impossibilité d'agir. Et le fait d'avoir en France des mouvements de jeunesse, des mouvements d'éducation populaire, des associations, pas seulement des associations antiracistes, bien sûr leur rôle est très important, mais aussi des mouvements qui, depuis longtemps, très longtemps pour certains d'entre eux, moins longtemps pour d'autres, sont là pour offrir une perspective et donner à une jeunesse qui a bien souvent l'envie de faire, le dynamisme dans les jambes et dans le cœur, de donner une forme possible, une concrétisation possible à l'engagement. Et évidemment, ce n'est pas n'importe quel engagement, c'est un engagement qui est guidé par des valeurs, ce qui est très important. Ce n'est pas seulement occuper du temps disponible, ce n'est pas simplement meubler un après-midi ou un week-end, non, c'est aussi trouver une forme concrète pour manifester un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, la solidarité, bien sûr, l'ouverture sur l'autre, le collectif, le fait de pouvoir partager des choses ensemble, ce qui, contrairement à ce qu'on essaye parfois de faire croire, ne va pas de soi. Ce n'est pas évident de participer et de s'inscrire à un collectif. Bref, c'est une façon de montrer, d'illustrer concrètement, d'offrir à une jeunesse qui, je crois, et en tout cas moi c'est ce que je perçois sur le terrain, n'attend que ça, d'offrir une perspective, donc je le disais, de vivre concrètement un certain nombre de valeurs, et puis aussi, parce que chemin faisant, c'est ce que cela permet, de s'inscrire dans un projet collectif. Alors un projet qui est celui d'une famille spirituelle, bien sûr, mais plus largement, qui est celui de la communauté nationale tout entière. Il y a en France, depuis très longtemps, des mouvements de jeunesse confessionnels. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, et il y a toute une série de formes associatives, de projets qui sont guidés par un certain nombre de thématiques, d'idéaux, de filiations. Et tout cela existe, et tout cela est une richesse formidable. Donc il faut en profiter, et il faut profiter de cet élan, et il faut aussi, ça c'est pour le coup le rôle des pouvoirs publics, c'est pour ça que c'est important que le président de la République ait accordé son haut patronage à cette manifestation. Il faut que les pouvoirs publics soient là pour soutenir, pour encourager, et pour dire à la jeunesse de notre pays, voilà ce que vous pouvez faire pour vous-même,
pour vos proches, pour votre famille, pour votre environnement, pour votre famille spirituelle, pour votre famille intellectuelle, votre famille de conviction, mais aussi, encore une fois, pour la nation tout entière. Et c'est très important de rappeler qu'il n'y a pas d'incompatibilité, le moins du monde, entre ce qu'un mouvement spirituel peut incarner et la République laïque. Bien au contraire, il n'y a pas de porte-à-faux, du moins il n'y a pas de porte-à-faux a priori. Si certains s'inscrivent en dehors des valeurs de la République, c'est autre chose, mais il n'y a pas de porte-à-faux du tout. Et donc cet engagement-là, il est encore une fois, je le disais, très important de le valoriser. Moi, ce que j'espère, c'est voir les mouvements scouts, le mouvement scout musulman, les autres, les voir dans mes rencontres sur le terrain et les voir participer à l'action que nous conduisons. Dans tous les départements, on installe des comités départementaux, on lance des plans. Alors, bon, ce sont des outils technocratiques, mais ça a besoin d'être incarné, tout ça. Ça a besoin de correspondre à des réalités. Derrière, nous avons à la fois des moyens financiers, nous avons du temps disponible, nous avons des agents de l'État qui sont là pour aider, pour écouter, pour faciliter des projets. Donc, je souhaite aussi que ce soit l'occasion pour moi de vous dire, engagez-vous dans des projets qui peuvent aider, qui peuvent contribuer sur le terrain à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Parce que ça, on en a besoin. Je ne vais pas aller longtemps sur ce terrain-là, ni vous développer ce qu'est la réalité de ce pays, parce que vous la connaissez mieux que moi, mais quand même, nous avons eu une agression extrêmement violente, antisémite, il y a quelques jours. Nous avons eu l'année dernière, je ne parle même pas des 149 morts des attentats terroristes. Nous avons eu quelque chose comme 800 actes antisémites, nous avons eu quelque chose comme 400 actes anti-musulmans, nous avons eu beaucoup d'autres actes racistes de toute nature, nous avons une extrême droite identitaire qui progresse dans le pays, et ça se traduit dans les urnes, nous avons des mouvements identitaires séparatistes de tous ordres, nous avons une société où des forces de crispation se manifestent. Le repli est perceptible et il est même encouragé par certains. Il est même prôné comme une valeur. C'est une drôle de valeur, je trouve. Mais enfin, c'est la réalité de ce pays. Et tout cela progresse dans le silence, dans le non-dit, dans le refus, finalement, d'aborder les problèmes, de se parler, d'aller vers l'autre. Il y a des quartiers en France, et cela m'a frappé, où toutes les origines vivent ensemble. Mais en fait, elles ne vivent pas ensemble. Elles vivent côte à côte. Et là, il y a du silence. Alors, on ne se bagarre pas tous les jours, mais on ne se parle pas non plus. Il y a un petit effort à faire pour se parler. Ça ne va pas de soi, là encore. Et là, c'est là que les mouvements de jeunesse sont importants, avec d'autres acteurs, avec l'éducation nationale, avec les mairies, avec les services publics de l'État. Mais les mouvements de jeunesse, eux, ont peut-être cette possibilité-là d'aller vers l'autre, d'aller au contact et de recréer quelque chose, la parole, le fait de faire des choses ensemble, qui, s'il n'est pas là, s'il est manquant, insidieusement détruit la possibilité même de vivre ensemble, ou alors conserve la possibilité de vivre ensemble mais séparément. Ce n'est pas l'image que j'ai de la République, ce n'est pas l'image que j'ai de la société française. Donc votre rôle est très important et tout ce que nous pouvons faire, service de l'État, pour vous y aider, eh bien nous le ferons, c'est notre devoir et c'est notre engagement, tout particulièrement dans la mission qui est la mienne, qui est celle de lutter contre toutes les formes de préjugés, de discrimination et d'appel à la haine. Cette mission-là, votre engagement, votre vocation sont des outils et sont des appuis. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Mohamed Barjafil, vous êtes imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Est-ce qu'il y a des scouts ? Vous n'en avez pas. Est-ce que comme leader d'une mosquée, vous aimeriez qu'il y ait des scouts et quel pourrait être leur rôle ? Je pense que, comme il vient d'être dit, la vie n'a jamais appartenu à ceux qui partent, c'est-à-dire les personnes âgées, mais au contraire, elle a toujours été entre les mains de ceux qui viennent, en l'occurrence les jeunes. Et tout ce qui peut permettre aux jeunes de se mobiliser pour les autres,
tout ce qui peut permettre aux jeunes de s'exprimer à travers des actions qui les mettent au service des autres, eh bien c'est toujours quelque chose d'autant plus important qu'il y a un passage de relais. Il y a une histoire, une anecdote dans la tradition arabo-musulmane d'une personne, une personne assez vieille, que l'on a vue en train de planter un arbre. Et la personne lui a dit, interloqué, mais à votre âge, vous n'allez pas vivre pour pouvoir récolter les fruits de l'arbre que vous plantez. Et il a dit, il en est ainsi de la vie. D'autres avant nous ont planté, nous avons mangé. Il est de notre devoir que maintenant nous plantions pour que ceux qui vont venir après mangent. Donc il faut en effet que les jeunes se mobilisent. Moi, dans ma jeunesse, on avait monté une association, mais ce n'était pas ici, avec pour mission justement de lutter contre l'échec scolaire et surtout faire en sorte que des personnes âgées fassent du sport. Parce que ce n'est pas dans les mœurs de là-bas que les personnes âgées fassent du sport. Et quand j'ai vu des gens de 70 ans, des mamans, c'est surtout vraiment pas du tout dans les traditions, courir, j'en avais les larmes aux yeux, bien que j'avais à peine 16-17 ans à l'époque, mais les voir prendre un jogging et courir, alors que c'est pas du tout dans les coutumes ni dans les mœurs, c'était quelque chose pour moi qui a marqué ma vie et tout ce que je pourrais faire pour que des jeunes, parce qu'encore une fois, il y a la magie de la jeunesse qui fait qu'on arrive à bouger des montagnes. Si des jeunes arrivent à prendre à bras-le-corps des questions pareilles, c'est bien entendu quelque chose qui me réjouirait en tant qu'imam et pour lequel j'essaierai auquel j'essaierai de contribuer avec les moyens qui sont les miens. Merci. Khaled Benchir, vous êtes connu aussi pour votre visibilité dans les médias, notamment sur France 2 le dimanche matin. Cette question du vivre ensemble, vous l'abordez comment ? Mon cher ami, je l'aborde d'une façon peut-être qui ne va pas dans le sens qui a été dit tout à l'heure. Parce que les linguistes disent qu'il y a des mots qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et j'ai bien peur que le vocable « vivre ensemble » va mourir de sa belle mort. Chez les linguistes, toujours, il y a ce qu'on appelle les mots valises et les mots hochés. Il se trouve que le vivre ensemble est devenu de nos jours un mot hoché, qu'on met comme ça en avant. Et je lui préfère, pour ma part, une autre expression. C'est faire société et consolider les bases d'une nation commune dans laquelle nous appartenons tous. Parce que comme le préfet Clavreul l'a dit à l'instant, nous sommes ensemble. Mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans la crispation, dans le communautarisme, dans le côte à côte, dans la juxtaposition d'individus, voire de communautés, alors que je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun? Ou sommes-nous dans une mosaïque humaine vivante avec osmose, symbiose, synergie et interactivité? Et vous l'aurez compris, c'est plutôt la seconde vision que je préfère pour ma nation et pour mon pays. Et nous n'en avons pas d'autre, il y a celui-là. Et nous devons nous y investir. Or, il se trouve que notre nation a été cruellement affligée. L'année écoulée est une annus horribilis pour nous tous. Et le rituel du début d'année veut que nous échangions de bons vœux. Et nous le ferons, puisque la pulsion de vie doit l'emporter sur la pulsion de mort. Simplement, la réalité, elle est aussi amère. C'est-à-dire que le tournant de cette nouvelle année a commencé aussi par des actes. Il y en a un à Marseille, révoltant, scandaleux. Il y en a eu à Cologne, il y en a à Jakarta, il y en a à Istanbul, il y en a ailleurs. Et donc, et c'est le sujet de ce soir, eh bien, à la jeunesse. C'est un truisme que de dire que la jeunesse, c'est l'avenir et c'est le capital des nations, quelles qu'elles soient. Alors, s'il s'agit de la nôtre, eh bien, toute la jeunesse, quelle qu'elle soit, a à investir le champ politique, à investir aussi le champ des études d'une manière générale. Et si je devais parler de la frange islamique de cette jeunesse-là et la composante islamique de la nation, je n'ai pas de leçons à donner. Il se trouve que je suis dans l'après-midi de ma vie, donc j'ai connu la période de la jeunesse qui est derrière moi et je la vois avec beaucoup de nostalgie aussi. Eh bien, il faut qu'elle soit immunisée, mitridatisée
de tous les germes d'intolérance, de fanatisme et de radicalité. Que ce soit la radicalité qui s'islamise ou que ce soit la tradition religieuse islamique qui se radicalise, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de radicalité, en tout cas que ça ne prenne pas au niveau de la psyché de la jeunesse et a fortiori de la jeunesse islamique. Donc, d'un côté, en dépit des difficultés, quelles qu'elles soient, et notre situation, elle est la nôtre, cette fois-ci, je la restreins à la jeunesse musulmane, et même avec tous mes vœux pour ce quart de siècle que vit le scoutisme islamique et ces jeunes scouts musulmans, eh bien, de voir les ressources en interne. Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut, nous enseignait François Mauriac. Voir en soi, chez soi, de quoi pouvoir trouver le sursaut pour sortir de la crise. Et sans dolorisme aucun, une crise peut être salvifique. L'épreuve est salvatrice. L'homme se construit dans la difficulté. Antoine Blanc de Saint-Bonnet nous a enseigné que l'homme est le fils de l'adversité aussi. Eh bien, à cette jeunesse de ne pas abdiquer, de ne pas démissionner. Et les maîtres mots, devant, et les antidotes même, devant l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme, le fanatisme, ces maîtres mots resteront toujours. Je me suis égosillé à le faire savoir et je continuerai. Donc c'est pour vous dire quelle est ma conviction dans ce domaine. Éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, amour du beau et des valeurs esthétiques, inclination vers ce qui élève, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie. Quand nous avons un jeune hurluberlu qui nous dit que étudier, s'adonner à la musique, ça démonise les jeunes gens, c'est pas pour lui tomber à bras raccourcis, mais ne pas dire que ceci est inacceptable au même moment où la République dépense beaucoup de nos deniers afin de préparer notre jeunesse aussi à une âme polie, élevée, à un cœur ouvert, eh bien, c'est de la responsabilité des hiérarques musulmans et des responsables de trouver les imams qui conduisent, tels des thérapeutes de l'âme, eh bien, cette jeunesse vers un avenir meilleur. Voilà, j'ai envie de le dire d'une manière générale, parce que j'ai cru comprendre que notre premier round, si vous me pardonnez l'anglicisme, est très court. Non, c'est toujours agréable de vous l'entendre dire de cette manière assez poétique, finalement. Dominique Bénard, je ne vais pas raconter sa vie, mais j'ai travaillé avec lui, il a été mon patron. C'est lui qui m'a amené au Bureau mondial du scoutisme. Je l'ai vu en Europe centrale et orientale contribuer à la reconstruction du scoutisme après la chute du mur de Berlin. On aurait pu croire que le scoutisme était définitivement englouti sous l'ère soviétique, puisqu'il avait été interdit et remplacé par le Komsomol et les jeunesses communistes. Eh bien, en fait, on a réussi à ressusciter ce mouvement dans l'ensemble de ces pays d'Europe centrale et orientale, et Dominique n'y est pas pour rien. Il peut donc certainement voir ce que nous faisons ici avec un peu d'espoir. Oui, je crois que pour regarder l'espoir, il faut bien identifier l'ennemi que nous devons combattre, parce que je crois que c'est important d'avoir un ennemi et de le cerner. Quel est cet ennemi? Eh bien, cet ennemi, c'est l'ignorance, c'est les préjugés, c'est la peur, c'est tout ce qui empêche les gens de vivre ensemble. Et alors nous sommes un mouvement éducatif, et nous sommes donc, le scoutisme, un mouvement éducatif, donc par l'éducation, nous pouvons combattre efficacement cet ennemi. Comment? Moi, je vois l'outil que représente le scoutisme, et je définis cet outil à travers 4 points. Nous éduquons les jeunes, premièrement, par le dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une complicité entre l'adulte et les jeunes, et le jeune dans le scoutisme. Une capacité de dialoguer, de se parler. L'adulte apprend quelque chose aux jeunes, mais il apprend aussi quelque chose des jeunes. Il se forme à leur contact.
Et ainsi, il les aide à se donner des objectifs pour grandir. La deuxième chose qui est importante dans le scoutisme, c'est l'expérience. Dans le scoutisme, on apprend par l'expérience, on n'apprend pas par des leçons. On va faire des camps, on fait des projets. Et moi, laissez-moi vous raconter un souvenir personnel qui montre la force du scoutisme par rapport à l'éducation. Quand j'étais jeune chef scout, il y avait dans ma troupe des jeunes les jeunes français de souche, qui déjà étaient influencés par le racisme, qui se racontaient des histoires racistes ensemble le soir, etc. Et un jour, on a fait un projet qui était de faire un camp commun avec des jeunes Tunisiens en Tunisie. Nos jeunes sont allés là-bas, ils ont été reçus par des familles tunisiennes, et ça a été tellement fort pour eux que jamais plus après ils n'ont raconté des blagues racistes. C'était fini pour eux, le racisme. Ils étaient vaccinés, ils étaient mitridatisés, comme vous avez dit. Donc l'expérience est très importante et c'est notre rôle d'ouvrir aux jeunes des champs d'expérience qui sont significatifs pour eux, qui vont leur permettre de découvrir des valeurs. Parce que je ne crois pas qu'on puisse transmettre des valeurs. On peut transmettre des informations seulement. On ne peut pas transmettre ni des connaissances ni des valeurs. Il faut créer des conditions pour que les jeunes apprennent par eux-mêmes à travers l'expérience. Bien sûr, il faut les guider, il faut les assister, mais c'est par l'expérience qu'ils apprennent. C'est dans l'expérience qu'ils se forgent des valeurs et qu'ils acquièrent des connaissances. La troisième chose qui est importante dans le scoutisme, c'est la coopération. L'unité scout fonctionne comme une petite république de jeunes, où chacun a son rôle, où il y a des conseils, où on prend des décisions ensemble, où on forme des équipes et où on détermine ensemble les règles de vie commune. Et c'est à travers cette coopération que se construit un civisme concret, réel. C'est une école de citoyenneté. Quatrième point, qui est important dans le scoutisme, c'est qu'on ne peut pas comprendre le scoutisme si on oublie que c'est un mouvement international. C'est une fraternité mondiale. Vous savez, tout le monde le sait, ça, que tous les 4 ans, il y a des jamborees qui réunissent des scouts venus du monde entier. Bon. Et dans ces jamborees, il y a à la fois des expériences qui permettent aux jeunes de découvrir quels sont les grands problèmes du monde actuel, les problèmes du développement, les problèmes de la paix, les problèmes des religions. Il y a toute une expérience de l'interreligieux qui est fait au cours de ces jamborees et qui permet aux jeunes de découvrir les autres confessions, les autres cultures. Donc ces 4 points sont extrêmement importants et ces 4 outils que j'espère, et je sais déjà que les scouts musulmans les utilisent à travers leur pratique. La deuxième chose que je voudrais vous dire très rapidement, j'espère que je ne suis pas trop long. Non, tant que tu restes intéressant, tout va bien. Bon, ça va. Je peux me permettre. Dans l'époque actuelle, il y a un grand problème qui existe pour les jeunes dans le monde entier. Dans le monde entier, aussi bien dans les pays industriels comme le nôtre, ou ex-industriels, que dans les pays en développement. C'est le problème de la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Auparavant, ça allait de soi dans les sociétés traditionnelles. Les jeunes recevaient un héritage qui leur permettait de faire le métier que leur père avait fait. Les familles négociaient des arrangements qui fait qu'ils accédaient au mariage facilement, et il y avait tout un système d'initiation qui les amenait à l'âge adulte. C'est terminé partout. Même en Afrique, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, 80% des gens habitent dans les villes. La société traditionnelle, elle n'existe plus ou presque plus. Et les jeunes doivent franchir 4 étapes essentielles pour accéder de l'adolescence à l'âge adulte. Premièrement, acquérir la responsabilité de leur bien-être, prendre la responsabilité de leur bien-être, de leur santé, c'est-à-dire ne pas se laisser entraîner dans les drogues, l'alcoolisme, etc. Deuxièmement, accéder à une vie affective, découvrir ce que c'est que l'amour, construire une relation de couple,
préparer un projet de mariage. Troisièmement, accéder à l'emploi. Quatrièmement, accéder à la citoyenneté. Voilà les 4 étapes essentielles qu'un jeune doit faire de l'adolescence à l'âge adulte. Or, la plupart du temps, aujourd'hui, les jeunes sont laissés à eux-mêmes par rapport à ces 4 étapes, ou presque. Il y a en France plusieurs centaines de milliers de jeunes qu'on appelle nets. Ça veut dire qu'ils ne sont ni dans l'enseignement, ni dans la formation, ni dans l'emploi. Ils sont perdus dans un monde sans repère, et je suis persuadé que c'est cette difficulté d'accéder de réussir cette transition de l'adolescence à l'âge adulte qui amène un certain nombre de jeunes à se laisser entraîner par les sirènes que vous connaissez. Donc il faut que le scoutisme, et particulièrement les scouts musulmans de France, soient présents sur ce terrain-là. Et il faut, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, il faut que le scoutisme n'hésite pas à aller au-delà du socio-éducatif. Il faut aider les jeunes dans le scoutisme, dans la branche aînée, à construire un projet d'insertion professionnelle. Il faut aider les jeunes, comme le font le scoutisme d'un certain nombre de pays en développement, à construire à quelques-uns, pourquoi pas, une petite entreprise sociale pour accéder à l'emploi. Il faut aider les jeunes à maîtriser la relation garçon-fille, l'égalité des genres, et à construire des relations affectives et sexuelles responsables. Il faut que le scoutisme s'engage résolument dans ces terrains-là, beaucoup plus qu'il ne le fait jusqu'à présent. Finalement, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que pour lutter contre les préjugés, il faut montrer vos ressources. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il ne faut pas seulement s'inquiéter, s'interroger sur les besoins des jeunes. Il faut ouvrir aux jeunes des champs d'action dans la société pour qu'ils montrent qu'ils ne sont pas un problème, mais qu'ils sont une ressource. Il faut que les jeunes musulmans montrent et prouvent qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau, de créateur à la société française. Je vous remercie. Merci. Alors, on va se tourner vers la salle et voir s'il y a quelques questions. Il y en a déjà une ici au milieu, d'un de nos amis de la Fédération des éclaireurs unionistes, si je reconnais bien la chemise. Youssef, tu peux porter le micro, s'il te plaît. Bonjour, donc c'est plus la fédération, c'est juste les éclaireurs unionistes maintenant. Oui, tu sais, j'ai quitté la France il y a longtemps. Oui, mais j'en doute pas. Merci d'abord pour vos interventions et pour vos petits éclairages sur certains mots. Je voudrais juste revenir sur certains points moi, qui me posent encore beaucoup de questions, et j'en profite qu'on ait un préfet de la République avec nous pour directement m'adresser à vous. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de merveilleux, et moi je pense pas du tout que ce soit un mot hoché, mais je pense que c'est vraiment un mot qui doit être encore plus présent dans la tête de toutes et de tous, vraiment, vraiment. Et encore plus au sein même des institutions de la République. Et en soi, j'aimerais vous demander où sont les politiques locales et nationales sur le vivre ensemble, sur la notion de coexister, sur la notion de respect de l'autre et sur la notion de brassage et de mixité sociale et intellectuelle. Quand aujourd'hui, à l'école, sur la carte scolaire actuelle, et j'ai la chance de préparer le CAPES et sur le terrain tous les jours, et de voir que par exemple dans le 16e arrondissement, il n'y a personne du 19e dans les lycées du 16e arrondissement, il n'y a personne du 20e arrondissement, rien que sur Paris. Après on peut parler en banlieue parce que je suis de la banlieue. Il y a des enfants qui ne côtoient que le monde dans lequel ils les appartiennent, et en aucun cas ils ont la chance de pouvoir côtoyer autre chose. Et seul le scoutisme actuellement aujourd'hui permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait nulle part ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, au-delà du scoutisme, qu'est-ce que fait la République, la res publica, l'objet du peuple,
face à ce réel problème qui est finalement non pas le vivre ensemble, mais le non-vivre ensemble actuellement. Quand il y a des villes, et j'ai pas peur de le dire, de droite ou d'extrême droite, qui disent que certaines personnes de la société et certains Français, on parle même pas de religion, mais de Français, sont des parasites de la République, parce qu'ils iraient à la mosquée ou parce qu'ils portent une barbe ou une kippa ou que sais-je encore, ça c'est un vrai problème que la République et les hautes sphères de la République doivent régler urgemment. C'est un vrai problème qu'on rencontre tous les jours aujourd'hui, et même en tant que scout parfois. Voilà, pardon, hein, désolé, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ensuite de ça, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'islamophobie à la suite de votre... C'est une question, hein, de votre délégation. Parce qu'en fait, le racisme existe encore aujourd'hui, malheureusement, et il faut lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobisme et l'anti-laïcité. Et ça, c'est réellement important. Et je suis persuadé que si les valeurs de la République étaient... Alors moi, je pense qu'on peut transmettre des valeurs, justement, étaient mieux transmises, il faudrait rajouter dans ce cas-là l'islamophobie et l'anti-laïcité, car la laïcité nous permet à tous de vivre ensemble. Au-delà de la religion, c'est vraiment nous, en tant qu'êtres humains et en tant que citoyens de la République, de pouvoir vivre ensemble. Ensuite de ça, je voudrais parler d'un des projets du scoutisme français. Tu vas nous épuiser le temps. Ouais, je suis désolé, c'est le côté protestant, hein, c'est très présent. Tu en es sûr? Pas vraiment, mais bon. Le scoutisme français nous permet justement de faire des vies mon camp. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vie mon camp, c'est le fait de faire un jumelage de camps entre deux mouvements de scoutisme différents. Et ça, justement, les vies mon camp permettent ce brassage social, intellectuel et culturel qu'il faut mettre plus en avant au sein même des institutions de la République et de l'école. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, je voudrais juste dire aussi aux scouts musulmans et à tout le monde qu'il y en a ras-le-bol que les scouts musulmans et que les musulmans doivent se repentir pour des actes abominables. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et encore une fois, et je pense que c'est important d'en parler, parce que justement, je ne pense pas que le rôle d'un mouvement de jeunesse musulman, c'est de se justifier. Au contraire, il doit être fier d'être musulman. Et en aucun cas, il doit se repentir pour des personnes qui sont très malveillantes et qui sont contre le vivre ensemble et qui n'ont rien compris à la société et à ce que c'est que la République. On est content de t'avoir entendu. Monsieur le préfet va te répondre. Bon, en partie. Hein, il se dit parfois que les partis politiques sont un peu en panne d'idées où vous devriez faire offre de service parce que vous avez beaucoup de choses à proposer. Bon, d'abord, vous avez dressé un constat. Plus qu'une interpellation, mais c'est aussi une interpellation. Qu'est-ce qu'on fait pour le vivre ensemble face à des dérives plus ou moins spontanées et parfois organisées aussi, d'ailleurs malheureusement entretenues par des décisions de politique locale sur le logement ou des décisions individuelles, des ménages qui quittent un quartier, qui veulent le meilleur pour leur enfant et comment le leur reprocher bien évidemment, et qui dès lors prennent des décisions d'affectation dans tel ou tel établissement. Ce constat-là, il fallait déjà le poser. Et le poser dans des termes très forts. Et d'ailleurs, quand le Premier ministre l'a fait, au début du mois de février, il a employé des mots extrêmement forts. Il a parlé d'apartheid. Ça fait débat. C'est normal d'ailleurs que ça fasse débat. Ça peut choquer. Mais moi, ce que j'entends dans beaucoup de quartiers populaires, c'est qu'on est plutôt content et soulagé qu'on ose dire les choses, même de façon dure. Parce que je crois que la réalité est dure et ça ne sert à rien de vouloir la fadir et de vouloir édulcorer les choses. Oui, il y a eu du laisser-aller et une certaine forme de lâcheté collective. Elle n'est pas nécessairement le fruit de volonté, d'intention, mais enfin quand même, le constat est là. Certains quartiers se sont repliés et enfermés sur eux-mêmes parce qu'on n'a pas forcément pris les bonnes décisions en matière de mixité dans le domaine du logement, parce que quand une famille qui arrive à peu près à s'en sortir, à se stabiliser économiquement, s'en va, elle est immédiatement remplacée par une famille qui a encore plus de difficultés, et qu'au bout du compte, quand on laisse faire ça, et que par ailleurs on laisse faire d'autres choses, par exemple l'installation d'un certain nombre d'entrepreneurs identitaires, je ne vais pas plus loin, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, eh bien on aboutit en quelques années
à des situations qui sont extrêmement difficiles à inverser. Et de l'autre côté, souvent à quelques hectomètres, comme vous l'avez dit, vous avez des quartiers qui vont très très bien. Très 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 bien. Et il ne s'agit pas que certains aillent moins bien pour que les autres aillent mieux, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il s'agit que là aussi, il y a une certaine fluidité, des échanges, des parcours, et qu'il y ait quelque chose qui s'appelle tout simplement la solidarité. Alors là, après avoir posé un diagnostic, et encore une fois dans des termes très forts, et je crois que c'est comme ça qu'il fallait procéder, il y a eu un certain nombre de décisions de politique publique qui ont été prises. Le comité interministériel pour l'égalité des chances, avec 2 axes principaux, il y en a d'autres, hein, le logement et l'éducation, avec des mesures sur la carte scolaire pour justement remédier aux défauts que vous avez soulignés. Je vous rappelle que dans un temps qui n'est pas si lointain, on avait tout simplement théorisé le fait que la carte scolaire, en fait, il fallait s'en débarrasser parce que ça servait à rien. On a vu le résultat. Bon. Et de la même façon, en matière de logement social, il est maintenant parfaitement acquis que l'on ne peut pas laisser des stratégies individuelles communales s'affronter les unes les autres, parce que ceux qui en pâtissent au bout du compte, ce sont les habitants, et tous les habitants d'ailleurs, hein, ceux des communes les plus en difficulté comme les autres autour. Il y a ceux qui sont dans la difficulté et il y a ceux qui craignent d'y tomber. Et dans ceux qui craignent d'y tomber, il y a beaucoup de gens qui partent vers le vote d'extrême droite par cette idée extrêmement fausse d'ailleurs, que ça va les protéger contre quelque chose. Non, pas du tout. Au contraire, ça va plutôt accélérer le mouvement. Voilà, donc il fallait prendre ces décisions. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça va assez loin? Je ne sais pas, et ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, il fallait le faire, et c'est la direction qui a été prise. D'autres mesures sont venues au mois d'octobre, notamment pour lutter contre les discriminations. Chantier extrêmement important, et il faut le dire tout de suite, extraordinairement difficile. Vous savez peut-être qu'en France, on vient de le voir là dans l'enquête Trajectoire et Origine, qui vient d'être rendue publique, la toute dernière, mais aussi dans une étude de l'Institut Montaigne, une situation de discrimination dans le travail à l'embauche qui est stupéfiante en France. Et à côté de ça, est-ce que vous savez combien de condamnations l'an dernier ont été prononcées pour discrimination ayant trait à l'origine ou à la religion? Combien de condamnations? France entière, il y en a eu 9. Voilà. Alors ça vous donne la mesure du boulot sur un domaine, les discriminations, du boulot qui nous attend. Et dans le boulot qui nous attend, il y a le mien, très humblement, qui consiste à parler de ces sujets partout, de manière systématique, à faire des plans qui soient des plans d'action, où on traite tous les sujets, la transmission des valeurs. J'ai tendance à croire qu'on peut transmettre les valeurs, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, il est très intéressant, mais en tout cas, tout axé sur l'éducation, sur la culture, sur le savoir, sur l'apprentissage des règles de vie collective par le sport. Tout ça, ce sont des actions concrètes, c'est du travail avec les associations. Bref, ce sont des réalités de terrain et on peut enclencher des choses, je suis persuadé, encore faut-il sans donner les moyens. Le travail, c'est aussi la sanction pour ne pas laisser passer les actes racistes, les propos xénophobes. Vous parliez de la responsabilité de certains élus dans certaines déclarations publiques. Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que d'autres responsables publics, d'ailleurs, ils le font, mais tous devraient le faire. Lorsqu'on entend des propos inacceptables, lorsqu'on voit des messages sur Twitter, sur Facebook qui sont inacceptables, il faut les dénoncer publiquement avec une très grande énergie et une très grande fermeté. Et lorsqu'il y a matière à poursuite pénale, moi personnellement, je saisis le procureur de la République, y compris contre des élus de la République. C'est comme ça qu'il faut faire. L'impunité zéro pour tout le monde, que ce soit un adolescent qui débloque, que ce soit un élu de la République, parce que lui, en plus, il doit être exemplaire. Voilà, donc toutes ces actions-là sont indispensables, aucune n'est suffisante. Et encore une fois, le mal est tellement profond et il fait tellement il dévaste tellement de choses dans la conviction que les jeunes peuvent avoir sur la promesse républicaine, qu'il faut être absolument intraitable et montrer l'exemple tout le temps, sans relâche. C'est un travail de tous les instants, mais surtout, ce qui est très très important dans cette affaire, vous avez dit quelle est la responsabilité de l'État, elle est très grande, la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça qu'on a mis, comme on dit familièrement, on a mis la gomme, on a mis les moyens, on a mis une volonté, on met de l'impact. Mais ça ne peut pas être la responsabilité seulement de l'État, c'est aussi l'affaire des collectivités locales, c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire des associations, c'est l'affaire de tous les citoyens, pour que
lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça dérive, on ne regarde pas ailleurs en disant bah oui, il y a bien quelqu'un derrière moi qui va s'en occuper. C'est pas comme ça que ça marche et on le sait bien. Merci, Monsieur le Préfet. Si on vous invite, avec les outils qui sont les vôtres, et je pense à des outils concrets, si on vous invitait à une formation des cadres scouts, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme atelier avec eux, par exemple? Bon, vous avez 2 heures, 3 heures? C'est pas assez. C'est pas assez. Combien de temps vous faudrait-il? Non, c'est sûrement assez pour aborder de façon transversale les principaux sujets. Aujourd'hui, je n'ai pas la capacité et l'expertise d'assurer des formations, c'est pas mon métier, mais en tout cas, ce que j'ai entendu de très perceptible depuis le 11 janvier, c'est une demande très forte, justement, d'avoir des outils, d'avoir des repères, d'avoir des instruments de formation sur des sujets qui, il est vrai, sont extrêmement complexes. La laïcité, c'est pas tout simple. Ça peut pas se résumer en 2-3 fiches. Ouais, ça peut, hein, mais voilà, ce sont des sujets compliqués. La liberté d'expression est un sujet compliqué. L'histoire doit être enseignée dans toutes ses dimensions. Les histoires. Parce que là aussi, ce sont les points de repère. Des points de repère, et les jeunes, les enfants, les adolescents, eux, de toute façon, ils ont de l'information. Ou de la désinformation, d'ailleurs. Mais ils l'ont. Ils n'attendent pas que les adultes ou les jeunes adultes leur disent où est le nord, quelle est la vérité, où sont les repères. De toute façon, des repères, ils en prennent. Ils en prennent entre eux, et ils en prennent principalement comme ça. Des bons, des mauvais et des très très mauvais. Donc il faut armer l'ensemble de la communauté éducative. Alors, les sujets principaux aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, c'est laïcité, lutte contre les préjugés, apprentissage, connaissance des valeurs républicaines, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, à quoi ça engage. C'est aussi des éléments d'histoire, connaissance de l'histoire de France dans toutes ses dimensions, connaissance de l'histoire des génocides, je dis bien des génocides, et connaissance un minimum de cette diversité culturelle qui est la réalité de la France d'aujourd'hui, et en particulier de la France jeune. Voilà. Si on n'a pas sur tous ces éléments-là, c'est pour ça que 2 heures, vous voyez, c'est un peu difficile. Le challenge est un peu difficile. On vous invitera une semaine alors. Voilà. Mais au moins, on peut faire le panorama de ce qui constitue les éléments essentiels de la boîte à outils pour voyager. Je ne dis pas tranquille parce que la tâche d'enseignement aujourd'hui, vraiment, quelle qu'elle soit, hein, dans les écoles, dans le milieu de l'éducation populaire, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut être, et on a aussi une responsabilité, nous, pouvoir public et beaucoup d'autres, d'être en apporteur de solutions et de fournir des outils à une communauté éducative au sens large du terme qui en a besoin. Merci. Khaled Benchir, je vous pose la même question. Si vous étiez invité à venir donner une formation à des chefs scouts, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec eux? Je ne veux pas être redondant parce que ce qu'a dit Gilles va dans le sens de la formation des cadres, donc former les formateurs. C'est d'abord un investissement, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du champ politique, au sens fort du terme. Connaître l'histoire, ça me paraît de la plus haute importance. Sortir d'une vision de l'histoire linéaire, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge, sans le qualifier de latin, et en Renaissance, avec cette approche nombriliste et européocentriste, mais avoir une vision panoptique de l'histoire, comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et des traditions, mais aussi comme une archéologie du temps présent. Avoir aussi, à supposer qu'on puisse être dans le catalogue comme ça, le souci de l'homme, une approche humaniste, une quête solidaire du sens de l'avenir, parce que sans cette quête solidaire du sens de l'avenir, il n'y aura pas un avenir de paix, voire il n'y aura pas un avenir du tout. Et donc, le fait, à travers les mouvements de scouts,
c'est éclairer, éveiller les consciences, éclairer les esprits, les libérer notamment du point de vue religieux d'une normativité obèse, celle qui grossit comme ça et qui culpabilise, et qui laisse plutôt place à l'élévation spirituelle. Est-ce qu'on sait que le scoutisme islamique, dans ses débuts, quand il avait comme guide, l'ancêtre donc du guide Cheikh Bentounès, maintenant du guide symboliquement parlant, Abdelhamid Ben Badis, eh bien, les garçons étaient en Bermuda et les filles étaient en jupe. Et si je ne dis pas que c'est bien, André Courrèges et nous a quittés, la question n'est pas là. Mais si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou. J'ai beaucoup de respect et de déférence et d'amitié pour celles qui se voilent avec conviction, mais ce n'est pas ça, encore une fois, l'important, encore de nos jours, dans un scoutisme à coloration confessionnelle islamique. Un dernier point, ce n'était pas dans votre question, mais c'était dans la question du jeune homme. Pourquoi pas l'islamophobie? Au risque aussi de dénoter, parce que ce soir, je ne fais que de dire des choses qui ne vont pas dans le sens voulu d'une manière générale. Eh bien, moi, celui qui est atteint d'islamophobie, je compatis plus à son état que je m'en offusque. Parce que l'agoraphobie, la claustrophobie, l'arachnophobie sont des maladies. Et donc, il faut plutôt soigner. Je dis ça sans aucune approche caustique. En revanche, s'il y a lieu de condamner quelque chose, ce serait la mise islamique, comme misogyne ou misanthrope. Parce que là, il y a une haine déclarée et assumée comme telle, et voulue, brandie. Bon, ça, c'est, j'allais dire, aux concepteurs, à ceux qui du vocabulaire et du langage, de trouver. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comme il se trouve dans la frange islamique de notre nation, il y a très peu de communicants. Et qu'on a laissé, je ne vais pas me défausser sur la presse, c'est toujours facile, et une presse libre est le socle de la démocratie. Mais à une ère de twitterisation de la politique et de la BFMisation des esprits et de la moranisation de la société, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'il y a une focalisation maladive sur le vil, le pervers, le négatif de ce qui a trait à la tradition religieuse islamique, que nos compatriotes ne soient pas effrayés. Moi, si je ne devais m'informer sur notre propre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Je le comprends. Donc il faut avoir, j'allais dire, l'esprit lucide et avec froideur d'esprit. Quand il y a cette information de tous les jours, eh bien, je compatis à l'état de mes propres compatriotes qui ont peur. Et il y a de quoi. En revanche, il y a lieu non seulement de construire le fameux contre-discours, et j'ai assisté à un mini-débat tout à l'heure, d'une part, parler de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oublié, oblitéré, effacé des mémoires, occulté de la part de ses propres héritiers, mais même aussi des autres. Ça me paraît être de la plus haute importance. Revenir à une vision de l'histoire, et je dis ça sans apologie aucune de ma part, à la contribution des Arabes au corpus du savoir universel. Je vous donne deux exemples. Si, en classe de 4e, pour nos jeunes concitoyens, des écoliers en 4e, on apprenait le théorème d'Al-Kashi. Al-Kashi a étendu le théorème de Pythagore au-delà du triangle rectangle, en jouant sur le cosinus. Si dans une salle de cours, on donne aux écoliers d'apprendre par cœur et de travailler sur le théorème d'Al-Kashi, ça colmate les brèches identitaires, etc. Le deuxième exemple, le second, parce que si je dis deuxième, il faudrait qu'il y en ait un troisième, et je n'ai pas envie de grever le temps. Et donc le second exemple, c'est le fameux ouvrage de Copernic que personne ne lit. Personne ne lit, c'est le titre d'un autre ouvrage sur l'ouvrage de Copernic, le livre qu'on ne lit jamais ou que personne ne lit. Eh bien, le
Revolutionibus Orbium Celestium, donc de la révolution des orbes célestes ou de la révolution des sphères célestes de Copernic, édité en 1543, Copernic reconnaît sa dette pour 5 astronomes musulmans. En réalité, 4 plus un cinquième. Le premier, Albatanus. Le deuxième, Thébet, un cratère lunaire porte son nom. Le troisième, Averroès, donc c'était à lui que je pensais n'était pas exclusivement astronome. Le quatrième, Azarchiel, l'homme aux yeux bleus, parce que sa mère fut une Visigoth. Et le cinquième, Alpatrigus. Enseigner ça, donc non plus en classe de quatrième, mais en classe de terminale, ça permet de donner une idée que nous appartenons tous à une ère civilisationnelle euro-méditerranéenne, sur une longue ère civilisationnelle ERE cette fois-ci, eh bien, dans laquelle, du point de vue spirituel et sous la voûte commune de la laïcité, il y a le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, et aussi une civilisation d'expression gréco-arabe à travers l'histoire. Et donc ça permet à la fois d'apaiser les tensions, d'inscrire cela dans la culture et dans l'histoire. Et à nos jeunes gens, je finirai là-dessus, c'est aussi peut-être les imams du haut de leur chair d'inculquer l'amour de la patrie. Nous nous sommes réjouis de ces opérations portes ouvertes, et ne ça ne sert à rien de dire « Ah, mais que n'a-t-on fait avant ?» Il vaut mieux se réjouir de quelque chose, même si c'est tardif, et tant mieux. Mais le rôle aussi des hiérarques religieux, des responsables, c'est de faire en sorte que l'altérité confessionnelle, l'ouverture sur autrui, l'amour de la patrie soit inscrit, tout cela soit inscrit dans l'enseignement à la fois religieux et spirituel. Je dis ça parce que toute situation de difficulté, le mot difficulté est très euphémistique dans ce que nous vivons maintenant, est complexe. Quand on dit complexe, c'est soit on a envie de se défausser, soit c'est vraiment complexe. Et quand c'est complexe, il y a plusieurs paramètres. Il faut savoir les distinguer. Les plusieurs approches. On a l'approche sociologisante, on en a parlé, l'approche politique, l'approche géostratégique, l'approche de la lecture psychanalytique, il y a la lecture millénariste, nihiliste, apocalyptique, théologique. Eh bien, toutes ces lectures-là, chacune d'elles a sa pertinence propre, mais aucune n'épuise le sujet à elle seule. Donc c'est pour ça que les chantiers sont titanesques et il faut les entreprendre petit à petit, avec méthode, mais avec détermination pour arriver. Merci. Voici de quoi nourrir un plan de formation. Mohamed Barjafil, si les scouts musulmans de France venaient vous rencontrer à Ivry pour ouvrir une troupe scout, vous négocieriez quoi avec eux? Alors, je voudrais dire qu'on m'avait dit qu'il restait très peu de temps. C'est pour ça que j'ai été bref Oui, dans ma première réponse. Et je regrette de n'avoir pas pu exciper du temps qui m'était imparti pour développer davantage. La première chose que je leur dirais, c'est d'apprendre à connaître l'homme. Il y a un texte de Rabelais qui me vient en tête dans Rabelais et Pantagruel. Quant à la connaissance des faits de nature, il faut que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer ni rivière dont tu ne connaisses les poissons, les pierreries de tout Orient et Midi, que rien ne te soit inconnu. Et puis, soigneusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans contenir, ça se disait comme ça à l'époque, les talmudistes et les kabbalistes, et par fréquentes anatomies, acquiert-toi parfaite connaissance de l'autre monde, qu'est l'homme. Finalement, un défi on parlait de vivre ensemble tout à l'heure, et je leur dirais qu'il en est de vivre ensemble comme d'une vie de couple. Finalement, rien n'est acquis définitivement. Et que ça demande que constamment, nous renouvelions le contrat social. Nous renouvelions constamment les rapports qui nous lient les uns aux autres. Parce qu'il a été à juste titre rappelé ici que nous vivons les uns à côté des autres, alors que la vie actuelle fait que nous devrions plutôt vivre les uns dans les autres.
Et quand on regarde la cartographie démographique du monde actuel, on s'aperçoit que certains vont jusqu'à vivre dans l'intimité des autres tout en les ignorant, tout en les méconnaissant. À travers les smartphones, par exemple, il m'est possible de repérer une personne. J'ai même vu qu'il y avait un logiciel qui permettait d'éviter quelqu'un. C'est quand même fort. S'il y a quelqu'un dont tu ne veux pas, apparemment, je ne sais pas s'il a déjà été mis en place, mais j'en ai entendu parler en milieu d'année dernière. C'est vous dire à quel point nous sommes arrivés à un degré de promiscuité qui n'a jamais été atteint. Mais en même temps, cette promiscuité ne veut pas dire que l'on se connaît. Or, Voltaire disait « on ne peut aimer que ce que l'on connaît ». Nous vivons ensemble, mais nous nous cachons derrière des clichés. Celui-ci est comme est comme cela, celui-là est comme ceci. Et du coup, il y a de la méfiance qui se crée, et c'est normal. Donc la première chose que je leur dirais, c'est aller à la rencontre de l'autre. Quand bien même celui-ci vous ferme la porte, n'oubliez pas que en islam, le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est la notion de « iqra ». Et iqra en arabe, ça veut dire lire, mais ça peut aussi vouloir dire réunir. Donc d'ailleurs, le mot Qur'an en arabe signifie qarana, c'est-à-dire réunir des choses. Donc l'homme ne peut être véritablement homme que si il se réunit avec l'autre. Il y a un verset du Coran d'un chapitre spécial qui s'appelle le chapitre des femmes, qui est le premier d'ailleurs de ce chapitre, qui dit « Ô vous, les hommes, ayez une crainte révérentielle à l'endroit de votre Créateur qui vous a créé à partir d'une seule âme. » Il y a un exégète qui s'appelait Tabari, le premier exégète musulman, qui a dit « L'homme a deux appartenances. Il a une appartenance lointaine, c'est celle d'Adam et Ève, et une appartenance proche, celle de ses parents directs. » Et il dit, en fait, quand Dieu parle aux hommes ici, parce que c'est comme ça que le chapitre commence, il y a Ayyuhan nas, ô vous les hommes. Il dit, en fait, Dieu apprend à l'homme qu'il doit tout autant s'occuper de sa source première que de sa source proche. Ce qui veut dire en gros que l'on rappelle à l'homme qu'il n'existe que parce que son semblable existe, qu'il ne peut y avoir de réalisation possible de ce dernier qu'à travers l'autre. Et au fond, vouloir que l'autre soit comme nous, c'est nier justement la différence que Dieu a voulu que, par exemple, entre vous et moi, il y ait. Or, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, dans la communauté musulmane, pas seulement en France, qui pensent que, on le voit malheureusement à travers les exactions qui sont commises ici et là au nom de l'islam, il ne doit y avoir de foi que la foi musulmane. Il ne doit y avoir de comportement qu'un comportement qui serait pour eux musulman. Or, et c'est la preuve, encore une fois, si besoin était, que ces gens-là ont largué les amarres de l'islam depuis très longtemps. Si vous allez à Palmyre, les compagnons du prophète sont arrivés dans cette région il y a plus de 1300, 1400 ans. Et ils ne s'en sont jamais pris au statut qui était à Palmyre, une cité qui est vieille de plusieurs millénaires. Et on a vu la même chose avec les Bouddhas d'Afghanistan qui ont été sauvagement détruits au nom de l'islam, alors que les compagnons du prophète sont arrivés dans ces endroits et ont laissé la foi des gens se continuer, parce qu'après tout, nul ne doit... et c'est à mon frère et ami Ralib que je répondrai, parce qu'il a parlé des imams, et que ces derniers, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut surtout que, et ce serait le troisième point que je leur dirais, que les jeunes musulmans comprennent que moi, en tant qu'imam, je n'ai pas d'autorité sur eux. L'autorité de la pensée, moi, je dois éduquer mes enfants, mes élèves, mes disciples, à ce que moi j'appelle l'insolence intellectuelle. C'est-à-dire que, autant moi je propose quelque chose, nous sommes là, nous parlons très bien depuis tout à l'heure, depuis à peu près 1 heure, autant nous proposons des choses, autant ceux qui nous entendent ne sont pas obligés de prendre pour argent comptant ce que nous leur disons. Ce qui se passe chez les jeunes, malheureusement, qui se laissent embarquer dans cet extrémisme fou,
parce que j'aime pas les mots en isme, donc l'islamisme pour moi ça me fait mal au cœur que de dire islamisme, plutôt appelons folie folie, et comme ça les choses seront vite fait, bien fait, réglées. Les jeunes qui tombent dans cette barbarie ou cette folie, eh bien on leur enlève la possibilité de réfléchir. Et du coup, on leur dit en gros ce que l'autre a dit, en l'occurrence le cheikh, eh bien, c'est la vérité révélée. Or, en islam, justement, il n'y a pas de vérité révélée à part celle qui a été révélée au prophète. Or, ce qui a été révélé au prophète a commencé par une notion fondamentale que même les musulmans ont du mal à réaliser, le doute. Quand le prophète de l'islam reçoit le message, la première chose qui lui traverse la tête, c'est le doute. Est-ce que je suis véritablement en face d'un message divin? Pour lui, il était possédé et il ne pensait qu'à une chose, comment faire pour se prémunir de la possession, parce que c'était une honte, une avanie à l'époque. Donc, donner aux scouts musulmans la possibilité, justement, cette notion d'interrogation, le fameux cogito. Je réfléchis, d'ailleurs on dit que c'est Descartes qui l'a dit, alors que c'est un chef qui est mort en 150 de l'Hégire, qui a dit « Au fakir, je vis, je réfléchis, et donc je suis vivant ». Descartes, c'est au XVIIe siècle, mais chef, il a dit quasiment 1200 ans avant. Donc leur donner la possibilité de comprendre que, eh bien, seuls eux doivent être comptables de leurs actions, parce que le jour du jugement, ce ne sera ni Rolib, ni M. Cavrol, ni quiconque ici qui aura à répondre de leurs faits et gestes, c'est plutôt eux qui auront à le faire. Et si on leur donne cet outil-là, je peux vous garantir qu'on les aura immunisés contre toute forme d'extrémisme. Merci beaucoup. Alors c'est ainsi qu'on va conclure cette deuxième partie de cette troisième table ronde. Je vous remercie, messieurs, d'y avoir contribué. On va certainement discuter demain, dans une autre réunion, avec les cadres du mouvement, de ce beau programme de formation auquel vous avez pensé pour eux. Et Dominique Bénard, auquel je n'ai pas posé la question, sera bien entendu demain avec les cadres pour discuter de tout ça. Alors, on va...